Pour activer les notifications en temps réel dans notre application, nous allons utiliser Socket.io. C'est une librairie bidirectionnelle qui permet à notre serveur de communiquer avec notre client. Jusqu'à présent, notre client, qu'on a développé en React avec le framework Remix, communiquait déjà avec notre serveur API. Nous avons créé une méthode loader qui permet de charger des données côté serveur de Remix. Il y a donc un appel depuis notre application vers notre API pour récupérer les données au chargement de notre page. Mais cette interaction n'est pas bidirectionnelle. Le serveur ne fait que répondre à la requête demandée par le client. Notre serveur ne peut pas envoyer de messages au client de manière autonome. Nous allons maintenant ajouter une messagerie pour envoyer des messages aux utilisateurs. Ces messages seront envoyés par notre serveur en temps réel pour que les utilisateurs n'aient pas à rafraîchir la page. Dans la vidéo précédente, nous avons implémenté ce système d'authentification avec réinitialisation de mot de passe, création de compte et connexion. Je t'invite à la regarder si tu ne connais pas encore Nest.js. C'est un framework de Node qui nous permet de créer des serveurs API très facilement. Je vais commencer l'implémentation du chat côté serveur API avec Nest.js. Les informations sont présentes dans la documentation officielle. Nous allons créer un nouveau type de fichier nommé Gateway. Je vais le placer à la racine de notre projet dans le dossier src et je vais le nommer app.gateway.ts. Il aura la même structure que les fichiers que nous avons créés précédemment. Il se représente sous forme de classe, dans laquelle nous allons créer une nouvelle instance de serveur Socket.io. Nous allons installer 3 nouveaux paquets. Le module WebSocket de Nest.js et l'intégration avec la librairie Socket.io. Et nous allons aussi installer la librairie Socket.io. Notre gateway va, au même titre que notre serveur API, se lancer sur un port que nous définissons. Étant donné que nous mettons en place un deuxième serveur, qui est un serveur de WebSocket, et qui va tourner en même temps que notre API, l'adresse URL sera différente. On va déclarer le serveur WebSocket en utilisant le décorateur @WebSocketGateway. Et ce décorateur prend en premier paramètre le port que nous allons utiliser. Comme notre application utilise déjà le port 8000 pour l'API, nous devons lui assigner un port différent. On va donc le lancer sur le port 8001 pour pas qu'il n'y ait de collision. Nous allons maintenant ouvrir Postman pour voir si l'intégration a fonctionné. Je vais directement utiliser l'application Postman pour créer ma requête car l'extension VS Code ne possède pas encore ce feature. Et je vais créer une nouvelle requête Socket.io. Comme adresse, nous n'allons pas utiliser HTTP localhost 8001 car les serveurs WebSocket n'utilisent pas le protocole HTTP. Ils utilisent le protocole WebSocket ou WS. On va donc ouvrir une connexion à l'adresse suivante WS localhost 8001. On clique maintenant sur Connect et on peut voir que le voyant est passé au vert. Nous pouvons maintenant communiquer avec notre serveur via le protocole WebSocket. Pour envoyer notre premier message, nous devons déclarer une route, un peu comme pour nos contrôleurs. Nous utiliserons le décorateur subscribeMessage pour déclarer nos routes. Avec la technologie WebSocket, les routes portent un autre nom. On appelle ça des messages. En dessous du décorateur, nous allons déclarer une fonction. Pour notre premier test, nous allons l'appeler sendMessage. Elle va afficher un console log à notre application. Le décorateur subscribeMessage prend un paramètre, la valeur que nous allons utiliser côté client pour communiquer avec notre serveur. Pour commencer, nous allons mettre test. On a donc un décorateur WebSocket Gateway qui lance un serveur à l'adresse WS localhost 8000 et qui est à l'écoute des communications entrantes. Si une requête est envoyée à notre route test, que nous déclarons avec le décorateur subscribeMessage, cela va déclencher la fonction sendMessage qui va afficher notre console log. Nous pouvons maintenant retourner sur Postman pour tester cette intégration. Je vais devoir me reconnecter en cliquant sur le bouton Connect. Puis je vais ajouter un message dans le corps de la requête. Je vais mettre « Salut les gars » et je vais envoyer ce message à l'événement test. Je peux maintenant envoyer ce message en cliquant sur Send. Si on regarde les logs de Postman, on y voit un message sortant. Ce message contient « Salut les gars » et il a été envoyé à test. Retournons dans notre application Nest.js pour voir si notre console log est visible. Ça a bien fonctionné, on peut voir le log dans notre terminal. Comme pour les contrôleurs, nous pouvons récupérer les données envoyées par le message entrant. Ces données sont disponibles dans le corps de la requête. Nous y avons accès grâce au décorateur MessageBody. Et de manière similaire à nos contrôleurs, on peut utiliser un DTO pour valider les données. Pour l'instant, nous voulons uniquement envoyer les nouveaux messages à notre front-end. Je modifie néanmoins le console log pour afficher le contenu de notre requête. Comment peut-on répondre au message qui vient de nous être envoyé? Grâce au deuxième décorateur nommé ConnectedSocket, qui est une instance de Socket que nous pouvons importer de la librairie Socket.io. Si on retourne sur le site de Socket.io pour regarder la documentation, la syntaxe d'envoi de message paraît simple. Nous écoutons toute requête envoyée sur la route connexion. Et pour chacune de ces requêtes, nous récupérons le socket, donc l'utilisateur responsable de l'envoi de ce message. Et nous lui renvoyons un message à notre tour
avec la méthode socket.emit qui prend deux paramètres. Le nom de l'événement pour recevoir le message côté client et la donnée que nous voulons lui renvoyer. On va mettre en pratique en retournant sur notre application Nest.js et nous allons rajouter un socket.emit qui prendra en premier paramètre la valeur chat et en deuxième paramètre salut, j'ai bien reçu ton message. Maintenant, si on retourne sur Postman, on va pouvoir rajouter un événement à écouter. Je vais dans l'onglet Events et je vais rajouter la clé chat pour recevoir la réponse du serveur. On peut donc se reconnecter au WebSocket. Nous allons modifier le message et je vais mettre rebonjour. On envoie toujours notre message à l'événement test en cliquant sur Send. Et cette fois, on peut voir deux entrées dans les logs. La première est l'envoi de notre message rebonjour à l'événement test et la deuxième représente la réponse de notre serveur. Il a envoyé un message à l'événement chat qui contient la valeur salut, j'ai bien reçu ton message. Jusqu'à présent, ce que nous avons fait n'apporte pas réellement de valeur à notre application. Si le serveur envoie des messages au client seulement après avoir reçu notre requête, ça ne change pas d'un contrôleur classique. La puissance des WebSockets se trouve quand le serveur envoie un message à un utilisateur sans qu'il n'ait rien demandé. Par exemple, pour notre chat, on aura deux utilisateurs, Virgile et Cédric. Quand je serai connecté sur le chat en tant que Virgile, si Cédric m'envoie un message, c'est lui qui va déclencher le WebSocket. Le serveur m'enverra la liste des nouveaux messages côté client. Mais ce n'est pas Virgile qui déclenche cet événement, c'est Cédric. Passons donc à l'intégration du chat. J'ai créé deux nouveaux modèles de données avec Prisma. Chaque utilisateur possède 0, 1 ou plusieurs conversations. Une conversation possède plusieurs utilisateurs et plusieurs messages. Et chaque message est envoyé par un utilisateur dans une conversation. Ce qui justifie notre déclaration Send Messages dans le modèle User. Comme nous utilisons PlanetScale pour héberger nos données, nous avons dû rajouter deux index à notre modèle ChatMessage. Les index sont la jointure avec ChatID et la jointure avec SenderID. J'ai créé un nouveau module Chat dans le dossier du même nom. Il utilise deux services, ChatService et Prisma Service, pour interagir avec la base de données. Et nous utilisons également un fichier de type contrôleur pour créer nos routes. ChatController déclare 4 routes. La première est SendChat. C'est une route protégée par token JWT que nos utilisateurs vont utiliser à chaque envoi de message. On utilise la méthode POST qui prend en paramètre une ID de conversation. On récupère ce paramètre d'URL avec le décorateur param. On récupère aussi le corps de la requête avec le décorateur body. Il contient le message envoyé par l'utilisateur que nous validons avec le DTO SendChat. C'est un objet qui contient une clé content. Le message ne peut pas être vide, il doit faire minimum un caractère. Ensuite, nous récupérons les informations de l'utilisateur connecté, grâce au décorateur request qui contient l'ID de l'utilisateur. La requête ne contient cet ID seulement si l'utilisateur est connecté. Nous vérifions son état de connexion grâce aux headers de la requête. Si un bearer token est présent dans la requête, alors nous ajoutons la propriété UserID dans notre requête. Cette route exécute la méthode SendChat, qu'on retrouve dans le fichier ChatService. Cette méthode effectue deux vérifications. D'abord, est-ce que l'utilisateur existe? Est-ce que la conversation existe? Sinon, une erreur est renvoyée car on ne pourra pas sauvegarder le contenu du message. Si ces deux valeurs existent, nous effectuons un update sur la conversation actuelle et nous créons un nouveau message qui prendra comme valeur le message envoyé dans le formulaire et nous allons faire la jointure sur l'utilisateur qui vient d'envoyer ce message. Nous faisons ensuite une sélection des propriétés de notre conversation pour y récupérer les messages triés par ordre croissant. C'est cette méthode que nous allons mettre à jour. On peut rajouter un to-do. Après chaque nouveau message sauvegardé, on peut envoyer une notification à l'utilisateur ayant reçu ce message. Le service contient deux autres méthodes. GetConversation, au pluriel, qui prend en paramètre un UserID qui vérifie si l'utilisateur existe, et dans ce cas, on renvoie un tableau de conversation. Chaque conversation possède un tableau de messages, et chaque message possède un contenu et un utilisateur l'ayant envoyé. Nous avons finalement la méthode GetConversation au singulier, qu'on utilise pour récupérer les informations d'une conversation unique de l'utilisateur. Nous vérifions d'abord l'existence de l'utilisateur, puis nous récupérons les informations de la conversation. Ces deux méthodes sont appelées dans notre chat controller qui porte des routes du même nom. Ce sont également des routes protégées car nous récupérons des informations privées de l'utilisateur. Nous avons une dernière méthode, CreateConversation, qui va nous permettre en tant qu'utilisateur de créer une nouvelle conversation avec un autre utilisateur.
Regardons maintenant l'implémentation du chat côté front-end. On va uniquement s'intéresser à l'implémentation des WebSockets. Si t'es curieux, j'ai rajouté le lien du repo dans la description. Nous avons créé une nouvelle page avec paramètres dynamiques à l'URL conversation/l'ID de la conversation. C'est sur cette page qu'on peut envoyer des messages à nos utilisateurs. Et c'est dans ce composant que nous allons écrire notre logique WebSocket pour mettre à jour le chat. On va donc analyser ce fichier. C'est une route protégée qui est accessible pour les utilisateurs connectés. Nous récupérons le paramètre dynamique qui correspond à l'ID de notre conversation. Cela nous permet de charger les derniers messages de cette conversation côté serveur. Ensuite, côté client, nous déclarons un composant nommé chatbox. Ce composant prend plusieurs paramètres: les messages, la conversation et la méthode setMessage. Cette syntaxe est très importante pour la suite. On est obligé de stocker notre tableau de messages dans un useState. Et nous le faisons parce que nous avons besoin de la méthode setMessages pour afficher les nouveaux messages côté client que le serveur nous envoie via les WebSockets. Avant d'implémenter Socket.io, nous allons d'abord tester l'envoi des messages. On lance le serveur de Remix avec la commande npm rundev. Puis on va cliquer sur le bouton envoyer un message à Cédric. Cela va créer une nouvelle conversation. Ensuite, nous allons sur la page de cette conversation et nous allons envoyer un premier message: salut mec. Le message apparaît instantanément dans le chat. Si on actualise la page, on peut voir que le message est toujours présent. Il a bien été sauvegardé en base de données. Passons maintenant à l'implémentation des WebSockets. Nous avons écrit un commentaire dans notre chat service. C'est à ce niveau-là, après avoir sauvegardé le nouveau message en base de données, que nous allons envoyer l'événement au front-end. Pour ce faire, nous avons besoin d'accéder au socket pour pouvoir faire un socket.emit. Mais ce n'est pas possible de le récupérer dans ce fichier. Cependant, nous pouvons déclarer une nouvelle variable dans le fichier app.gateway.ts. Au-dessus de notre première fonction, nous allons appeler un nouveau décorateur nommé WebSocketServer. Il nous donne accès au serveur WebSocket, que nous stockons dans une variable nommée serveur. Et ce serveur possède les mêmes méthodes que la socket, notamment la méthode emit que nous allons utiliser dans le service. Mais nous n'allons pas directement importer le fichier appgateway dans notre service. Nous allons plutôt créer un nouveau service nommé socket.service.ts. On le place dans un nouveau dossier nommé socket. À l'intérieur de ce service, nous allons déclarer une nouvelle variable publique nommée serveur. Elle va hériter de la classe serveur qu'on importe depuis socket.io. Comme nous ne faisons pas d'injection de dépendance, cette variable est initialisée à undefined. Nous allons maintenant retourner dans le fichier appgateway.ts et nous allons ajouter un constructeur qui va injecter le nouveau service socketService. Ce que nous voulons faire, c'est après avoir initialisé notre fichier appgateway et lancé le serveur WebSocket, nous voulons assigner la valeur de serveur à la variable serveur de notre socketService. Pour cela, nous allons implémenter une classe spécifique au WebSocket qui s'appelle onGatewayInit. Cette classe nous permet de déclarer une nouvelle méthode nommée afterInit. La logique de cette méthode sera exécutée après l'initialisation de notre gateway. Quand le gateway sera initialisé, nous allons assigner une nouvelle valeur au serveur de notre socket service. Ce serveur sera égal au serveur de notre fichier appgateway qui lui est défini. Maintenant, notre terminal nous affiche des erreurs. Il va falloir ajouter notre nouveau service dans un module. Au lieu de l'importer directement dans le fichier app.module, nous allons créer un nouveau module nommé socket.module.ts. Ce module aura la particularité de déclarer en provider notre socket service, mais il va également l'exporter. Ensuite, pour pouvoir utiliser notre socket service dans n'importe quel fichier, nous allons déclarer notre module en global avec le décorateur @global. On sauvegarde et on peut voir que les messages d'erreur ont disparu. C'est une manipulation compliquée, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir accéder au serveur WebSocket dans tous nos fichiers. Si tu as une meilleure implémentation, n'hésite pas à le partager en commentaire. Nous pouvons maintenant retourner dans le fichier chat service et nous allons importer notre nouveau socket service dans le constructeur afin de pouvoir l'utiliser. Nous allons scroller jusqu'à notre méthode sendMessage et après avoir sauvegardé les messages en base de données, nous allons effectuer un emit en utilisant la méthode du serveur WebSocket. Le premier paramètre sera la valeur sendChatUpdate et le deuxième paramètre sera notre nouveau tableau de messages. Nous allons aussi ouvrir Prisma pour récupérer une ID de conversation. Nous en avons besoin pour tester l'intégration sur Postman. Ensuite, retournons sur l'application Postman. Dans la vidéo précédente, nous avons créé plusieurs requêtes pour communiquer avec notre API. Nous allons maintenant dupliquer la requête registerUser et la renommer en sendMessage. La nouvelle route sera localhost8000/chat et mon ID de conversation. Comme c'est une route protégée, nous avons besoin de nous connecter à notre compte. Pour cela, nous allons cliquer sur la requête login pour se connecter. On vérifie bien que l'URL soit localhost8000/auth/login et que le body soit bien composé d'un email et d'un mot de passe valide. On envoie cette requête pour récupérer notre token d'authentification. Nous copions maintenant ce token dans notre requête sendMessage. On clique sur la requête, puis dans l'onglet autorisation, on sélectionne bearer token. Comme valeur de token, nous pouvons copier notre token. Nous allons maintenant modifier le corps de la requête. On va cliquer sur l'onglet body, puis on remplace les données actuelles par un objet qui contient une clé content et comme valeur notre message. Je vais mettre hello. Testons cette requête une première fois.
On l'envoie et nous avons une réponse positive du serveur. Votre message a bien été envoyé. Testons ensuite l'implémentation des WebSockets. Retournons sur notre requête WebSocket sur Postman. Dans l'onglet Events, on va rajouter la nouvelle clé SendChatUpdate et nous allons l'activer. Ensuite, nous allons nous reconnecter au serveur en cliquant sur Connect. Nous sommes obligés d'être connectés pour pouvoir recevoir les messages de notre API. Maintenant que c'est fait, nous retournons sur la requête SendMessage pour envoyer un deuxième message. Le contenu sera « Ça va ?» Nous allons envoyer la requête. Maintenant, retournons une dernière fois dans notre requête WebSocket. On peut voir une nouvelle entrée dans les logs. Il y a un message entrant, provenant de la clé SendChatUpdate avec comme valeur notre tableau de messages au format JSON. Ce tableau de messages contient nos messages mis à jour. Et la requête Postman représente ce que nous allons développer côté client. Dans notre application front-end, nous allons également nous connecter au serveur WebSocket, écouter les communications entrantes, nous inscrire à l'événement SendChatUpdate. Et à chaque envoi d'un nouveau tableau de messages, nous allons exécuter notre useState, setMessage, pour mettre à jour les messages côté client. Pour ce faire, retournons sur notre application React. Nous allons créer un nouveau hook et un nouveau contexte de WebSocket. On va l'appeler useSocket.tsx. Par convention, nous allons le placer dans un dossier hooks. Tout d'abord, utilisons la méthode createContext. Nous allons sauvegarder cette méthode dans une variable nommée context. Ensuite, déclarons une fonction nommée useSocket. Cette fonction va renvoyer la méthode useContext qui prendra comme paramètre notre contexte. Nous allons exporter cette fonction pour la réutiliser dans notre composant. Ensuite, nous allons créer notre provider. C'est le composant parent qui donnera accès à toutes les valeurs du contexte au composant enfant. Nous allons donc déclarer un nouveau composant SocketProvider qui va accepter un paramètre sous forme d'objet. Ce sera le paramètre children, de type ReactNode. Le children représente n'importe quel composant enfant à l'intérieur de notre SocketProvider. Cette fonction va renvoyer le composant context.provider, avec à l'intérieur la valeur de children. Pour mieux comprendre, nous allons nous rendre dans notre composant root et englober toute notre application dans notre nouveau SocketProvider. Ça nous donnera accès au WebSocket dans l'ensemble de notre application, de la navbar jusqu'à chacune de nos pages. Maintenant, nous allons installer la librairie Socket.io dans notre application en ouvrant le terminal et en lançant la commande npmi de socket.io-client. Ensuite, nous devons retourner dans notre fichier useSocket pour importer le type socket depuis la librairie socket.io-client. Et nous allons typer notre méthode createContext qui prendra comme type générique un objet avec une clé socket de type socket ou nul. En valeur par défaut, nous allons mettre que socket est égal à nul. Maintenant, nous devons ajouter la valeur du contexte dans notre provider. Ce provider possède une propriété nommée value qui va contenir le type que nous avons défini par défaut. C'est un objet qui contient une clé socket et pour l'instant, nous allons la mettre à nul. Ensuite, nous allons créer la connexion au serveur de WebSocket et assigner cette valeur-là à notre provider. Dans notre composant SocketProvider, nous allons rajouter un useState qui prendra le type générique socket ou nul. Nous pouvons maintenant déstructurer notre useState pour récupérer deux valeurs, socket et setSocket. Et nous allons tout de suite remplacer la valeur du provider socket égale nul par socket égale socket. Maintenant, nous devons assigner la bonne valeur à notre socket. Pour ce faire, nous allons utiliser le hook useEffect et nous allons déclarer une nouvelle variable nommée createdSocket. Cette variable est égale à la méthode io que nous allons importer depuis la librairie socket.io-client. La méthode io prend un paramètre et ce sera l'URL de notre serveur WebSocket. On va mettre la valeur en dur pour l'instant. Notre serveur est accessible à l'adresse ws localhost 8000. Maintenant, au premier rendu de notre composant, le useEffect va déclencher la méthode io, ce qui ouvrira une requête vers notre serveur WebSocket. Nous devons maintenant changer la valeur de notre useState. Nous allons dire que setSocket est égal à createdSocket, ce qui modifie la valeur de notre socket qui sera maintenant initialisé et accessible dans tous nos composants. Ensuite, on peut utiliser notre createdSocket pour s'inscrire aux événements de notre serveur API. L'événement qui nous intéresse, c'est le SendChatUpdate, auquel on pourra s'inscrire en utilisant la méthode createdSocket.on. Mais on ne va pas le faire tout de suite. En effet, pour une application avec des centaines de pages, on ne va pas s'inscrire aux notifications de messages si on n'est pas, par exemple, sur notre page de messagerie. Par contre, nous allons indiquer au serveur que nous sommes connectés. Pour ce faire, nous allons émettre notre première notification côté client avec un createdSocket.emit qui prendra comme valeur le string connexion. Pour connaître l'état de notre connexion au serveur API, on va déclarer un deuxième useState. Ce sera un booléen qui s'appelle isSocketConnected. On va donc déstructurer les deux valeurs de notre hook et nous allons écouter les notifications sur deux événements. Le premier sera une confirmation de connexion avec la clé confirmation. Je vais donc écrire socket.on confirmation et en fonction de callback, nous allons mettre set isSocketConnected à true. Donc si le serveur nous envoie la notification confirmation, c'est que la communication fonctionne bien.
on donne la valeur à true à notre booléen isSocketConnected. On va écrire la même logique pour la déconnexion. Si le socket nous envoie une notification au mot-clé disconnect, qui est un mot-clé réservé de la librairie socket.io et qu'on n'a pas besoin de déclarer, alors dans ce cas, nous allons mettre setIsConnectedSocket à false. Comme nous sommes dans un useEffect, nous allons créer deux méthodes qui vont respectivement assigner ce hook à true et à false. La première fonction englobera la connexion et va s'appeler handleConfirmation, et la deuxième va s'appeler handleDisconnect. Maintenant qu'on a ajouté ces méthodes, nous pouvons envoyer une cleanup fonction à React pour désactiver l'exécution de ces méthodes, avec un socket.off qui prendra en paramètre le mot-clé et notre fonction. Nous allons également remplacer les méthodes callback de nos socket.on par la méthode que nous venons de créer. Et finalement, nous allons afficher le statut de notre état de connexion à tous nos composants. Nous allons rajouter dans notre composant socketProvider un span qui sera positionné de manière fixed en haut à droite de notre écran. Et il va afficher l'indicateur de connexion avec une ternaire. Si le socket est connecté, nous affichons un cercle vert. Sinon, nous affichons un cercle rouge. Maintenant, on sera informé côté client de notre état de connexion avec le backend. Évidemment, en production, nous n'avons pas envie d'afficher cet indicateur. Et vous n'êtes pas obligé de l'inclure. Personnellement, je l'affiche conditionnellement dans les environnements de staging. Nous devons aussi modifier une ligne côté serveur API. Comme nous communiquons du localhost 3000 au localhost 8000, nous devons activer les cores. On retourne dans le fichier app.gateway.ts et on modifie la déclaration du WebSocketGateway qui prend un deuxième paramètre. Nous allons mettre une étoile pour dire que nous autorisons les requêtes depuis toutes les origines. J'aimerais aussi qu'à la connexion du serveur API, il envoie une notification de type confirmation à notre front-end. Pour cela, nous allons retourner dans notre fichier app.gateway.ts et implémenter une nouvelle classe nommée onModuleInit. Cette méthode est utilisée à l'initialisation du module. Et nous allons émettre une notification de type confirmation à notre front-end. Avant de continuer, nous allons remplacer notre URL du serveur WebSocket écrite en dur par une variable d'environnement. On se rend dans le fichier .env de notre front-end et on rajoute une clé WebSocket_URL égale WebSocket localhost 8001. Quand on mettra en prod, ça sera beaucoup plus simple. Ok, donc on a créé notre hook useSocket, maintenant il est temps de l'utiliser sur la page de chat. Sur notre page de conversation, on peut maintenant utiliser le hook useSocket qu'on va importer du fichier useSocket.tsx. Nous déstructurons les valeurs pour récupérer le socket, et nous allons écouter l'événement sendChatUpdate dans un useEffect. On va créer un nouveau useEffect qui aura notre socket dans son tableau de dépendance. Nous allons effectuer un early return au cas où le socket soit égal à nul. Et nous allons rajouter notre événement avec un socket.on sendChatUpdate. Cette fonction prend comme deuxième paramètre une fonction callback qui contient la donnée. On sait que cette donnée représente notre tableau de messages, mais nous allons quand même tester l'intégration avec un console log. On envoie un nouveau message et on peut voir dans les logs le tableau de messages mis à jour. Ça fonctionne bien. Maintenant, nous allons utiliser un schéma Z pour valider les données reçues par le serveur. Nous l'avons déjà déclaré au-dessus de notre fichier. C'est un tableau qui contient une ID, un contenu et un utilisateur. Nous allons donc faire un parse de notre objet reçu à l'intérieur de la méthode callback de notre socket. On sauvegarde ces messages dans une variable nommée updatedMessages. Ensuite, nous pouvons utiliser la méthode setMessages pour mettre à jour nos messages et les afficher sur notre page. Maintenant, il est temps de réellement tester l'implémentation. Nous allons ouvrir une fenêtre de navigation privée et nous connecter en tant que Cédric. Si tout fonctionne bien, notre utilisateur Virgile verra les messages de Cédric en temps réel sur le chat. On envoie le message « Je te reçois 5 sur 5 » et on peut voir dans le terminal le console log ainsi que le message qui vient d'être mis à jour sur la vue. Ça a bien fonctionné, mais on n'a pas encore fini avec cette implémentation. Dans l'état, nous n'avons qu'une seule conversation, donc l'envoi de nos messages ne pose aucun problème. Ils ne seront envoyés qu'aux utilisateurs appartenant à la conversation. Mais dans une application réelle, nous avons plusieurs messageries privées, et nous devons trouver un moyen de dire à Socket.io de n'envoyer l'événement qu'aux utilisateurs appartenant à cette conversation. Nous allons utiliser le concept de rooms, qu'on peut traduire par salle. Effectivement, chacun de nos utilisateurs se connectant à une conversation va rejoindre la salle qui prendra comme valeur l'ID de la conversation. Si deux utilisateurs sont connectés au même moment dans la même conversation et dans la même salle, ils pourront communiquer entre eux en temps réel. Pour ce faire, nous allons rajouter un événement. On va demander au serveur de nous connecter à la salle. Dans notre useEffect, nous allons rajouter un socket.emit join chatroom avec comme clé join chatroom et comme valeur l'ID de notre conversation. On retourne maintenant dans notre API pour modifier le fichier app.gateway.ts et on va dupliquer la méthode test pour ajouter un nouvel événement et c'est celui qu'on a nommé join chatroom. Il contient comme valeur l'ID d'une conversation. Et quand cet événement est déclenché, nous allons prendre le socket associé qui nous permet d'identifier l'utilisateur.
et nous allons le faire rejoindre la room avec la méthode socket.join et l'ID de la conversation. Le socket rejoindra automatiquement la salle sélectionnée lors du chargement de la page du chat. Mais nous devons aussi modifier le fichier chat.service.ts car la méthode server.emit communique toujours à tous les sockets connectés. Nous allons préfixer la méthode emit par la méthode .to qui prendra en paramètre l'ID de la salle en question, qui est donc l'ID de notre conversation. Nous pouvons maintenant retourner sur le front-end et renvoyer un message de chat. Ça fonctionne toujours, mais cette fois, seuls les utilisateurs connectés à ce chat seront notifiés. Voilà comment j'implémente les WebSockets dans mes applications Nest.js. J'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Pour créer une nouvelle application avec Nest.js, je te recommande cette vidéo dans laquelle j'implémente l'authentification des utilisateurs. La prochaine vidéo de cette série traitera de l'hébergement de fichiers sécurisés dans un bucket S3. A bientôt!